Cet épisode est commandité par la CNESST. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est François Toupin. Bienvenue au balado Station Constructo. Notre première série d'épisodes traite de la santé et de la sécurité au sein de l'industrie de la construction. Une industrie qui, en raison de la multitude des corps de métier qui y œuvrent, est confrontée à une multitude de risques et de dangers. Différents enjeux seront abordés au fil des épisodes afin de cerner les problématiques auxquelles les travailleurs sont parfois confrontés quotidiennement. Dans cet épisode, nous discuterons du quotidien des travailleurs en signalisation routière. Vous en avez sûrement et nécessairement croisé au bord de la route. Ils sont souvent le signe d'un trajet plus long que prévu. Ça nous embête un peu, mais c'est assez essentiel. Parfois, ça nous mène à un certain retard au rendez-vous pour lequel on était en route. Mais est-ce vraiment utile de s'énerver et, par le fait même, de causer un impact sur ces acteurs de première ligne qui sont ultimement chargés de protéger leurs collègues qui œuvrent sur les chantiers? Nous discuterons aujourd'hui avec Jean-François Dionne, qui est président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. Celui-ci parlera avec nous de l'expérience vécue au quotidien de ces travailleurs et de la façon dont ils envisagent les risques de leur métier. Et ensuite, Madame Sorina Rachitianou, elle est ingénieure et conseillère en prévention-inspection pour la CNESST. Elle discutera avec nous concrètement des risques physiques, mais aussi psychologiques, c'est bien important, que vivent les travailleurs en signalisation routière. Je souhaite la bienvenue à M. Jean-François Dionne, qui est le président de l'Association des signaleurs routiers du Québec. Jean-François Dionne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce balado-là. On va en apprendre beaucoup. C'est connu, le métier de signaleur routier, c'est assez dangereux. Tout le monde en croise pratiquement tous les jours, particulièrement les gens qui sont sur les routes et qui sont aux abords des chantiers aussi, en ville comme à la campagne ou un peu partout au Québec. Donc, quels sont les risques, M. Dionne, rencontrés par les signaleurs routiers, les risques physiques ou psychologiques, les risques de votre métier finalement? Bien, le premier risque, c'est de se faire frapper. Ah oui. Par la machinerie, par les véhicules qui passent, les vélos, ou un citoyen fâché qui peut nous lancer n'importe quoi, là. C'est les risques qu'on vit. Et aussi la température, le risque de se geler, l'hiver, l'été, être à la grosse chaleur. C'est ça les risques qu'on vit 12 mois par année. Comment vous expliquez ces risques-là? Ben, une zone de travaux, c'est considéré comme une zone dangereuse. C'est pour ça qu'on met des signaleurs puis la signalisation pour informer les automobilistes, les citoyens qu'il y a une zone de travaux. Fait qu'il faut, pour ça, les panneaux sont orange aussi, pour attirer l'attention. Et pour ça que les panneaux sont uniques. Si tu checkes ailleurs au Canada ou dans d'autres provinces, ça se ressemble un petit peu, la signalisation, mais elle est différente. Mais au Québec, on en met un petit peu plus qu'ailleurs pour une meilleure sécurité pour tous qui traversent la zone de chantier. Oui, puis les automobilistes, particulièrement ces dernières années, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de chantiers, là, parce qu'on ne travaille pas juste pour le ministère des Transports, on travaille pour les contracteurs qui ont des contrats avec les villes, Gaz métropolitain, la Société d'Hydro-Québec, tous les organismes qu'on voit publics, on peut travailler pour eux. On travaille aussi pour les événements à l'occasion, le marathon, le Grand Prix de Montréal. On peut travailler pour plusieurs événements aussi. OK, en plus. Comment les signaleurs routiers, vous percevez vos risques? J'imagine qu'il y a une espèce d'appréhension quand vous mettez votre dossard orange, jaune, comment vous habillez, là. Vous percevez ces risques-là de quelle façon? Ben, on sait qu'on s'en va faire un travail, on s'en va sécuriser des travailleurs, les citoyens, citoyennes, et aussi notre sécurité. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas si on va revenir en vie à la maison ou si on va revenir dans un salon de funérailles. Là. En un morceau. Ouais. Les risques sont très réels, sont très fréquents aussi. On a 161 signaleurs blessés l'année passée déclarés à la CNESST. Ah, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, les 2 premières semaines, c'est les employeurs qui payent, fait qu'il peut en avoir plus de travailleurs blessés. On a des travailleurs dernièrement qui ont perdu un bras, une jambe. Il y en a qui sont décédés, malheureusement. Il y en a qui sont blessés à vie. Il y en a, c'est à court terme, mais c'est quand même trop.
Oui, effectivement. Est-ce que, M. Dionne, la sensibilisation qui est faite auprès des automobilistes, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant pour que vous fassiez votre métier correctement? Mais je pense que c'est un combat à tous les jours, ça, savoir si c'est assez affiché qu'une zone de travaux ou c'est pas assez. Tu sais, chaque chantier est différent. Il n'y a pas un chantier qui est pareil. C'est pas la même population sur chaque chantier. Tu vas travailler au centre-ville, tu vas t'attendre à plus de véhicules, plus de citoyens. En campagne, ben tu vas t'attendre à des tracteurs, tu vas t'attendre à d'autres choses. Fait que c'est différent, l'environnement. Il faut s'adapter. Ça prend des travailleurs qui sont prêts à s'adapter à chaque chantier. Puis ça prend aussi les entrepreneurs qui soient capables d'accepter que le signaleur fasse son travail comme du monde. On n'a pas besoin d'entrepreneurs, de contremaîtres, d'entrepreneurs qui viennent nous voir pour nous dire quoi faire. Mais on a besoin des contracteurs qui viennent nous dire, gars, je vais te remplacer pour une couple de minutes pour que tu ailles te reposer. Parce que quand tu es signaleur, malheureusement, ça arrive souvent, tu n'as pas de droit de pause pipi, là. Moi, je suis pour quelqu'un qui est pour... Si on veut bien vraiment respecter le signaleur, je les invite à pas commander un signaleur ou deux. Toujours en commander un de plus pour qu'il y ait une rotation ou sinon, mais que quelqu'un y aille voir les signaleurs, tu sais, votre contremaître, votre superviseur de votre compagnie, qui aille voir le signaleur, qu'il aille lui offrir, je sais pas, une bouteille d'eau, un café pour le réchauffer, puis lui dire, gars, t'as-tu envie d'aller aux toilettes? Vas-y, puis je vais te laisser. Vous êtes les premiers qu'on voit sur un chantier, à l'approche d'un chantier. Si je suis un automobiliste, je suis le premier, on est les premiers à vous voir, tant sur la route que pour les chantiers de construction aussi d'ailleurs. Oui. Parce que vous détournez la circulation, vous vous occupez des piétons, donc c'est assez important. Oui. J'imagine que vous êtes un corps de métier à part entière. Si je ne m'abuse, vous avez une association depuis une dizaine d'années. On est une association de bénévoles qui aide... qui informe les travailleurs, les travailleuses dans l'industrie avec nos pages Facebook ou sinon avec nos entrevues on partage les entrevues qu'on fait avec les médias. Et comme vous faites aujourd'hui, oui. C'est bien entendu. On vous a super bien entendu. Monsieur Jean-François Dionne, qui est le président de l'Association des signaleurs du Québec. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci. Il n'y a pas trop... Merci. Inclus dans ce balado, Madame Sorina Rachitianou, qui est ingénieure et conseillère en prévention-inspection pour la CNESST. Sorina, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce balado. Merci. Vous êtes spécialiste en santé-sécurité. Monsieur Dionne nous parlait des signaleurs un peu plus tôt dans ce balado. Est-ce qu'il y a d'autres risques auxquels les travailleurs sont confrontés que ceux qui présentés par Monsieur Dionne tout à l'heure? Oui, en fait, les signaleurs routiers sont exposés à de nombreux dangers. Le danger principal, là, c'est vraiment celui d'être frappé ou écrasé par le véhicule d'un usager de la route ou même par un véhicule du chantier lui-même. Il y a plusieurs autres risques. Ils peuvent aussi être frappés par un équipement de signalisation ou un objet qui est projeté par un véhicule qui circule. Ils peuvent aussi subir une agression physique ou verbale, là, comme M. Dionne mentionnait. De la part d'un usager de la route. Ils peuvent aussi être exposés à un environnement de travail très froid et très chaud. Un autre exemple aussi, c'est le risque de glisser ou chuter sur un sol glissant ou abîmé, en présence d'objets au sol ou si l'éclairage est insuffisant, là, comme le soir ou la nuit. Ouais. C'est le point commun de tous les signaleurs routiers, c'est de travailler à l'extérieur. Hein? C'est assez le point commun. On ne peut pas s'en sortir. Ça se passe à l'extérieur. Si on parle de statistiques, maintenant, combien de signaleurs routiers sont blessés ou malheureusement tués par année? Si on prend l'année 2021, comme M. Dionne a dit, là, il y a eu 161 lésions professionnelles chez les signaleurs routiers. Une lésion professionnelle, en fait, c'est une blessure là, physique, là, par exemple une jambe cassée. Ça peut aussi être une maladie qu'on a en lien avec la santé mentale, comme par exemple une dépression. C'est des lésions qui surviennent suite à un accident de travail ou lors d'une maladie professionnelle. Au niveau des décès des signaleurs routiers, on a en moyenne un décès par année. Ah oui? Oui. Et de toutes sortes de façons possibles. Effectivement. Comme vous le disiez au tout début, les chutes des véhicules qui sont sur le chantier ou même les véhicules en l'approche des chantiers. Voit-on aussi des blessures psychologiques? Vous en avez effleuré le sujet tout à l'heure chez ces travailleurs-là, chez les signaleurs routiers. Oui, certainement. Le signaleur routier il est particulièrement exposé à des risques psychosociaux liés à son travail. En effet, il peut être en contact avec des usagers de la route dont le comportement il peut être négatif, là, notamment en raison de leur état. Ça peut être quelqu'un qui est fatigué, impatient, état de faculté affaibli. Il peut s'agir également là, d'une relation conflictuelle entre les travailleurs, les représentants de l'employeur ou des fournisseurs.
Les risques psychosociaux, ils peuvent prendre différentes formes. Soit de situations d'incivilité, de menaces, de harcèlement et même de violence, comme lors d'une altercation. Ces risques sont susceptibles d'augmenter la probabilité que le travailleur exposé subisse des effets néfastes pour sa santé et son intégrité physique, principalement en ce qui a trait à sa sécurité en cas de violence physique et à sa santé psychologique. Donc, ça peut être un stress aigu, chronique, de l'anxiété, dépression, troubles de stress post-traumatique. L'employeur, lui, il doit prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé physique, mais aussi psychologique de ses travailleurs. Il a donc la responsabilité de prendre des dispositions nécessaires relativement à la prise en charge des risques psychosociaux. Il peut, entre autres, privilégier des moyens qui réduisent l'interaction du signaleur routier avec l'usager de la route. Donc, par exemple, une barrière de contrôle de la circulation pour travaux, on va y revenir plus tard pour voir c'est quoi. Rédiger et mettre en application un code d'éthique, un mécanisme de gestion de conflits, une politique contre le harcèlement et la violence. Il peut sensibiliser sur l'importance de déclarer tout comportement inacceptable et il peut aussi, il doit former les travailleurs sur les méthodes et les techniques à appliquer lors de situations à risque ainsi que sur les moyens de protection. Il doit également offrir les premiers soins psychologiques en cas de situation problématique, donc en cas de violence et de harcèlement. Pour le signaleur routier, en cas de risque d'agression verbale, en fait, quand on a une agression verbale, le fait de conserver un langage poli et un ton compréhensif constitue une bonne stratégie, en fait, pour désamorcer la colère de l'usager. En cas de risque d'agression physique, donc un véhicule qui va s'approcher, le signaleur routier, il doit rester dans sa zone de refuge. Ça aussi, on va y revenir plus tard sur cet élément. Il doit prévenir le représentant du maître d'œuvre au chantier ou son employeur quand ça survient. C'est important aussi que le signaleur ne s'approche pas du véhicule. Il ne doit pas tenter de l'intercepter. C'est vraiment là, sa sécurité qui en dépend. En cas d'agression physique ou de transgression à un ordre, le signaleur, il doit, si possible, noter le numéro de la plaque d'immatriculation lors de l'événement ainsi que la description du véhicule et du conducteur. La situation elle doit alors être signalée aux autorités policières par le maître d'œuvre ou l'employeur. Une fois informé, l'employeur, il doit demeurer à l'écoute des besoins du signaleur et l'orienter vers des ressources disponibles. Quant au signaleur routier, lui, il doit recourir aux ressources d'aide en cas de besoin. Tout à fait. Est-ce que ces chiffres ont augmenté au cours des dernières années? Puis si ça a augmenté, comment on explique cette augmentation? Au niveau des décès des signaleurs routiers, c'est resté quand même stable. On a vraiment la moyenne de 1 décès par année. Si on regarde par contre les lésions professionnelles, en 2016, on en avait 47. Et ce chiffre il a augmenté graduellement d'année en année pour être de 161 en 2021. Il n'y a pas eu d'études précises pour expliquer exactement pourquoi cela a augmenté, pourquoi le nombre de lésions a augmenté. Mais il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette augmentation-là de lésions. Par exemple, il y a plus de distractions au volant que par le passé. Il y a l'utilisation du cellulaire au volant. Il y a la présence aussi de plus en plus d'écrans tactiles dans les voitures. Ça a été démontré que c'est une distraction. C'est beaucoup plus long de dérouler le menu pour aller chercher la ventilation que de peser sur le bouton de ventilation. La fameuse chanson qu'on va entendre. Un autre facteur aussi qui pourrait être possible, c'est vraiment une hypothèse aussi, s'il y a plus de chantiers routiers d'année en année, ça peut faire en sorte que proportionnellement, il y a plus de signaleurs routiers, donc plus de lésions. Tout à fait. Plus de chantiers routiers sur le réseau, ça peut aussi signifier que ça peut augmenter l'impatience des usagers de la route. Madame Sorina, est-ce que certaines mesures qui peuvent être prises en amont pour éviter évidemment des risques de blessures et d'accidents sur les chantiers, au niveau des signaleurs? Mais comme je disais tantôt, le danger principal, c'est vraiment celui d'être frappé ou écrasé par le véhicule d'un usager de la route ou par un véhicule du chantier. Donc, oui, il y a des mesures qui peuvent être prises pour réduire ce risque. Vraiment, la première façon de le faire, c'est d'éliminer l'exposition du danger dès la conception de la signalisation. Il y a plusieurs moyens de signalisation qu'on peut prendre pour contrôler la circulation sans la présence du signaleur routier directement auprès des usagers. Par exemple, il y a les feux de contrôle de la circulation pour travaux. On peut aussi fermer la route et installer une signalisation de détour. Il y a la barrière du contrôle de la circulation de travaux qui peut être opérée à distance par un signaleur. Donc, vraiment, la planification des travaux, c'est un élément clé. L'employeur et le maître d'œuvre, ils ont l'obligation légale de déployer les efforts pour éliminer les dangers à la source même. Une concertation doit donc s'exercer entre les différents intervenants, donc le donneur d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise de signalisation, l'employeur, afin de cibler le meilleur moyen pour contrôler la circulation et ultimement d'éviter qu'un signaleur routier soit amené à exécuter cette tâche. C'est le ministère de Transport du Québec qui est responsable d'établir une norme qui s'appelle le
tome 5, signalisation routière. Cette norme est réglementaire pour la signalisation installée lors de travaux et elle encadre le recours à un signaleur routier. On doit respecter ce que cette norme exige en termes de quand on peut utiliser le signaleur routier. Il y a des critères à respecter. Si on ne les raconte pas, on ne peut pas utiliser le signaleur routier. Il ne devrait pas être exposé donc inutilement à la circulation sans justification par rapport à la norme. Et si sa présence est justifiée, il y a plusieurs mesures qui doivent être respectées dans la conception même de la signalisation de travaux. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment essentiel de respecter ce que la norme du tome 5 exige. Un autre aspect très important qu'on peut faire, c'est la formation, en fait, qu'on doit le faire. Le signaleur routier, il doit avoir reçu une formation spécifique à ses tâches reconnues par la SP Construction. Cette formation est obligatoire et elle doit être suivie tous les 3 ans pour tous les signaleurs routiers. Il y a aussi la formation de l'employeur. L'employeur, lui, il a l'obligation légale de s'assurer que le travailleur a toutes les habiletés et les connaissances requises pour accomplir le travail qui lui est confié de façon sécuritaire. Par exemple, il doit vérifier que le signaleur a une formation appropriée pour les tâches qu'il doit effectuer. Il doit l'informer adéquatement et le former en fonction des dangers liés à sa tâche et des mesures de sécurité à respecter. Il doit s'assurer qu'il a acquis l'expérience nécessaire, ce qui inclut un entraînement à la tâche. Il doit s'assurer qu'il est supervisé par une personne ayant les compétences appropriées. Ainsi, l'employeur, lui, il doit élaborer un programme d'accueil et de formation en santé et sécurité du travail au regard des tâches à effectuer et des mesures de prévention applicables. Donc, il doit avoir vraiment un plan, ça doit être encadré par l'employeur. Il doit avoir un volet théorique. Donc, quand on intègre un nouveau travailleur, on doit aborder plusieurs notions avec lui. Bon, c'est quoi le programme de prévention applicable? C'est quoi son rôle, ses responsabilités? C'est quoi les bonnes façons de travailler? Les règles de sécurité, la circulation sécuritaire au chantier même, l'utilisation sécuritaire de tous les équipements requis pour signaler et pour communiquer, également entre les signaleurs routiers, les mesures d'urgence, les moyens de prévenir les situations d'agression et de harcèlement et d'y réagir, c'est ce qu'on en parle un petit peu plus tôt, les moyens de prévention en cas de travail à la chaleur ou au froid. Et il doit aussi avoir un volet pratique. Donc, par exemple, on va jumeler le signaleur avec le nouveau signaleur avec un signaleur expérimenté. Dans la formation, là, on voit certains éléments qu'il faut respecter. Puis le plus important, c'est vraiment le positionnement sécuritaire du signaleur lorsqu'il dirige la circulation. Et ça, il y a plusieurs volets. En fait, il y en a 4. Donc, le premier, c'est la visibilité. Il doit être visible. Donc, il doit se situer au moins à 7 mètres derrière le panneau ligne d'arrêt afin que l'usager ait une vision adéquate des signaux de signaleur. Ça lui donne également une zone tampon entre lui et le véhicule si jamais il y a une intrusion. Donc, ça lui donne une plus grande marge de manœuvre. Le signaleur routier, il doit voir les usagers. Il faut qu'il soit positionné de façon à avoir le plus grand champ visuel possible face aux usagers qu'il dirige. En fait, le signaleur routier, il doit être positionné de façon à être visible par les usagers de la route. Il y a vraiment une distance à respecter là, dans la norme du tome 5. Donc, une distance à laquelle il doit être visible par l'usager de la route en fonction de la vitesse de la route. Donc, par exemple, si on a une courbe, on ne met pas le signaleur en plein milieu de la courbe, il ne sera pas visible. On va déplacer le signaleur de sorte à ce qu'il soit visible. Donc, on va le mettre peut-être plus en avant et non au milieu. Il y a aussi l'éclairage. Il faut ajouter un éclairage d'appoint, peut aussi être ajouté pour assurer la visibilité du signaleur pour des travaux de nuit et de soir. Ensuite, le deuxième critère, c'est circulation libre. Donc, on veut vraiment qu'il soit positionné sur l'accotement ou la voie obstruée. On ne veut pas qu'il soit en plein milieu de la voie. Le signaleur routier, il se positionne de manière à permettre le passage libre des véhicules dans les diverses directions. Il doit se positionner sur l'accotement ou la voie obstruée. Et il ne doit pas tenter, en aucun cas, d'intercepter le véhicule en se plaçant devant. Ensuite, le troisième critère, c'est une position de contrôle. Donc, le signaleur routier, il se tient debout pour communiquer ses signaux efficacement et garder un contact visuel avec les usagers de la route. Et le dernier critère, c'est zone de refuge. Ça, c'est essentiel. Le signaleur routier doit repérer une zone lui permettant de fuir en cas de danger. Donc, par exemple, un accotement large ou un terrain. Donc, sur un pont, s'il n'y a pas d'accotement et il y a un parapet, il ne pourra pas fuir. Donc, on ne placera pas le signaleur sur le pont. Un autre élément important, c'est l'utilisation de la barrière de contrôle de la circulation pour travaux. Depuis 2014, la norme permet son utilisation et depuis 2020, sur certains types de chantiers, ça va même être obligatoire. C'est une barre de contrôle pour que les gens comprennent. En fait, c'est une barrière. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est le signaleur qui dispose de la barrière de contrôle. Il va y avoir un signaleur par barrière et il va contrôler à distance la barrière. OK. Donc, à distance, il peut donner l'ordre d'arrêter, le vert, le jaune. Et enfin, c'est l'important à retenir, c'est qu'il faut qu'il soit à distance. Contrôler la circulation, carrément. Exactement. Parfait. Il doit se tenir en dehors des voies. Donc, minimalement sur l'accotement ou le terrain adjacent, ainsi qu'à quelques mètres de la barrière. Il ne doit pas se positionner immédiatement derrière ou à proximité du support de la barrière afin d'éviter de se trouver dans la trajectoire de déplacement de la barrière en cas de collision, comme on parlait plus tôt, le risque de recevoir quelque chose par un usager de la route.
Le signaleur routier peut aussi demeurer dans un véhicule à condition qu'il voit la barrière et son approche et que le véhicule soit correctement positionné à l'extérieur des voies. Il y a plusieurs autres moyens de prévention, je ne peux pas toutes les nommer toutes en même temps, mais je vous invite à consulter. Là, il y a en ligne le guide de prévention, intervention sécuritaire et planifiée du signaleur routier qui est publié par la CNESST. Donc, que ce soit le donneur d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'employeur ou le signaleur routier, chacun a un rôle à jouer dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail sur un chantier routier. Le guide, il traite des rôles et responsabilités de chacun de ses intervenants, des principaux dangers et des moyens de prévention applicables. Monsieur Dionne est resté parmi nous pour une discussion de fin de balado. Est-ce qu'il y aurait, monsieur, madame, d'autres mesures non mentionnées? On en a parlé beaucoup depuis le début, mais est-ce qu'il y aurait d'autres mesures pour réduire les risques, protéger les travailleurs, par exemple, monsieur Dionne? Oui, une meilleure campagne de sensibilisation nationale à télé, pas juste à la radio, mais de la faire vraiment sur tous les réseaux sociaux, puis la télé, et faire une semaine de sensibilisation au Québec. Le ministère des Transports devrait, et puis la CNSST devrait pas attendre le 28 avril pour dire on se souvient des travailleurs morts, mais avoir une semaine de sensibilisation. Une campagne pendant une semaine, là, que les policiers sont là, la CNSST fait les tours des chantiers. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a tellement de travaux. C'est bien beau, qu'est-ce qu'elle vient de tout nommer, là, mais je suis certain que si on fait une tournée à matin des chantiers, là, au moins 60% des chantiers vont être illégaux. Il n'y aura pas telle chose, il n'y aura pas telle chose. Les signaleurs sont souvent pitchés à la dernière minute ou 24 heures d'avance. Il y a trop de nouveaux personnels. Quand la formation était donnée avant en classe, il y avait un professeur qui pouvait te répondre à tes questions, il pouvait t'expliquer le contexte. Présentement, on a une formation en ligne, mais tu peux pas demander des questions à un ordinateur. L'ordinateur ne te répondra pas. C'est juste ça qui est plate. Là, depuis qu'ils ont mis la formation en ligne, on envoie des nouveaux, puis les entreprises, là, c'est fou. Là. Il n'enverra jamais quelqu'un d'expérience avec un nouveau. S'il n'y en a pas d'ancien disponible, il va mettre 2 nouveaux ensemble, puis vas-y, mon gars, puis dès que tu as ta carte. Puis présentement aussi, on a des travailleurs qui travaillent, qui installent la signalisation des signaleurs. Mais selon la norme, la CNSST puis le ministère des Transports, le signaleur ne peut pas placer sa planche de signalisation, les panneaux, s'il n'y a pas sa carte de formation d'installateur. Mais il y a beaucoup de compagnies, là, pour éviter des coûts, il dit au signaleur, installe ta planche de signalisation, puis il n'y a pas de droit, le signaleur, s'il n'y a pas sa carte de formateur de signaleur, mais on voit beaucoup de ça. On voit aussi beaucoup de signaleurs qui sont appelés à faire des manœuvres de recul quand c'est des signaleurs routiers. Si on n'est pas des signaleurs de chantier, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui connaissent pas la différence ou qui, au lieu de payer 2 employés, il fait faire la job à un signaleur. Tu fais du chantier, puis tu fais du routier. Puis pas tous les signaleurs qui sont formés pour faire des manœuvres de recul. Puis j'imagine comme dans beaucoup d'autres secteurs, il y a peut-être une pénurie aussi d'employés, comme on connaît depuis quelque temps. C'est peut-être difficile de joindre les deux bouts, comme on dit. Est-ce qu'on peut dire... Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux travailleurs et aux automobilistes pour les sensibiliser davantage? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire qui pourrait les toucher? Puis je pense qu'on en a touché pas beaucoup de points jusqu'ici, là, quand on a des blessés sur des chantiers et même des décès à chaque année. Tu sais, cette année, c'était le 18e décès là, depuis 2002, si je ne me trompe pas. C'est le 18e décès. Il y a une campagne de sensibilisation. À un moment donné, il y a eu une pub qui a été faite. C'est un jeune qui est à l'église, qui broye parce qu'il perd son père. Il y en a eu une autre, c'est une automobiliste qui rentre dans un camion qui avait du bois dessus. Faites attention à la radio. Il essaie de trouver n'importe quoi. Même des travailleurs qui parlent « Ah, je suis à l'hôpital aujourd'hui » puis expliquent le contexte de son accident. Ouais. Mais moi, la seule chose que je dis, c'est pensez donc, c'est quelqu'un de votre famille. Si ce serait ton père ou ton fils ou ton cousin, t'aimerais ça? Tout à fait. Qui vivent ce que tu fais vivre. C'est une bonne sensibilisation. Ça fait le tour. Ça fait le tour de ce balado concernant les signaleurs routiers. Je veux remercier les participants de cet épisode. Monsieur Dionne, merci beaucoup. Madame Sorina Arachitianou, qui travaille pour la CNESST. Je tiens à préciser que le balado est une présentation de la CNESST, qui est notre commanditaire pour cette série. Ne manquez pas notre prochain épisode où nous discuterons des chutes en hauteur, un autre risque qui peut, lui aussi, avoir de graves conséquences sur les victimes, mais aussi sur les familles de ces dernières.
Suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de nos nouvelles sorties. Tous nos épisodes sont également disponibles sur le portail constructo.com, section balado. Merci et à très bientôt.